As-tu déjà entendu parler de handicap ou maladies invisibles? Comme leur nom l'indique, ils ont la particularité de ne pas se voir. Pourtant, ils prennent une place énorme dans la vie de ces personnes en situation de handicap ou qui sont malades. Dans ce premier épisode hors série de Ça suffit les conneries, je vais te parler de la maladie avec laquelle je cohabite depuis 23 ans. J'ai su son nom en février 2022 après 20 ans d'errance médicale. 6 mois après m'être lancée à mon compte, j'ai dû remanier mon quotidien pour vivre avec cette nouvelle invitée non prévue au programme. J'enregistre cet épisode dans le cadre du Podcaston, un événement d'une semaine pendant lequel les animateurs de podcast peuvent mettre en avant une association de leur choix dans leur émission. C'est dans ce cadre que je vais accueillir Camille Raka, étudiante en médecine et fondatrice de Draw Your Fight, une asso qui m'a énormément aidée suite à l'annonce du diagnostic de ma maladie. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Pour que tu comprennes pourquoi j'ai choisi cette association, je vais te poser un peu de contexte. En septembre 2021, je démissionne officiellement de l'éducation nationale, je raccroche ma casquette de prof des écoles et je me lance pleinement à mon compte. Je suis hyper heureuse de cette décision. Je tâtonne, j'apprends les rouages de la micro-entreprise, de la recherche de clients et surtout, je découvre les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Cette période est vraiment challengeante, mais je m'aperçois rapidement que je peux pas travailler plus de 2 semaines dans un mois parce que j'ai des douleurs énormes. Je fais des malaises, j'ai des pics de tension, des pics de fièvre, il y a même des jours où je ne peux pas du tout me lever. J'ai une bonne résistance à la douleur pourtant, mais là, je sens que je flanche et que je ne vais pas pouvoir tenir sur la durée. Pour la 1000e fois au moins depuis mon adolescence, je vais voir une gynécologue pour avoir un traitement médicamenteux efficace. Mais pour la première fois, elle va me poser des questions ultra pertinentes. Elle va me demander ce qui m'amène, est-ce que les douleurs me handicapent au quotidien, sur un mois complet, combien de jours j'ai mal, jusqu'à maintenant, quels sont les traitements que j'ai tentés. Je repars comme je suis venue, c'est-à-dire sans médicaments, mais avec une ordonnance pour chercher quel est le mal qui me ronge de l'intérieur. 1 mois après, le verdict tombe. Endométriose profonde et adénomiose. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique et inflammatoire dans laquelle il y a des tissus semblables à l'endomètre qui se sont un peu éparpillés et se retrouvent sur d'autres organes, des ligaments ou même des nerfs. Il y a autant d'endométriose que de femmes, donc là je parle vraiment pour mon cas. Cette maladie, elle peut être cyclique, mais surtout les douleurs sont extrêmement douloureuses. Dans certains cas, la souffrance elle est non-stop et les conséquences sur le bien-être physique et évidemment mental sont vraiment énormes. J'avais bien entendu ce nom des dizaines et des dizaines de fois, mais maintenant que ça me concerne, je m'aperçois que je n'y connais absolument rien. Alors comme toute personne en 2022 à l'époque, je fais des recherches sur Google et sur les réseaux sociaux. Grâce à Instagram, j'en apprends énormément sur la maladie, sur ses traitements et comment on peut vivre correctement avec. C'est comme ça que je découvre un compte qui partage des dessins mettant en scène le quotidien des malades chroniques et des personnes en situation de handicap ou avec une maladie invisible. Je me reconnais dans chaque coup de crayon. Ça fait tellement de bien de voir que d'autres comprennent les ressentis, et c'était les dessins de Camille justement, la fondatrice de Draw Your Fight, l'association que je vais vous présenter dans le cadre du Podcaston. Et donc, quand on est malade et qu'on a une entreprise, comment on fait ? C'est bien la question que je me suis posée, et c'est surtout ce que j'ai vécu. Avec de l'organisation évidemment, mais surtout beaucoup de résilience. Il faut vraiment accepter que ton quotidien ne sera jamais aussi rempli que ce que tu peux voir chez tes collègues et même sur les réseaux sociaux. Que ton énergie, elle n'est pas illimitée et qu'il faut bien la répartir pour pouvoir respecter les délais envers tes clients, pour pouvoir te respecter toi et surtout ne pas te cramer à la tâche. Il faut aussi savoir dire non. Refuser des missions chronophages ou pour lesquelles tu mettras plusieurs jours à te remettre. Dans ces cas-là, il faut faire un exercice assez simple de balance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? Oui ou non ? Pendant plus d'1 an, j'ai eu un quotidien ultra rythmé. J'allais 2 fois chez le kiné par semaine, j'allais 2 fois par mois chez l'ostéo et j'avais des rendez-vous ultra rapprochés avec mon médecin traitant ou la gynéco. Puis ensuite, j'ai été pris en charge par un centre d'endométriose parisien. J'ai dû réorganiser tout mon quotidien pour pouvoir gérer à la fois mon entreprise et ma santé et bien évidemment ma vie de famille parce que je suis maman, je vis en couple et j'ai des enfants. C'est à ce moment-là que ma santé physique est devenue vraiment prioritaire et que je me suis sentie reconnaissante de m'être lancée en indépendant. Pourquoi ? Parce qu'avec mes horaires et mon salaire de prof, je n'aurais jamais pu prendre soin de moi comme ça, c'était impossible. Je n'aurais eu ni le temps, ni les ressources financières pour le faire. Ma semaine s'articulait entre mes rendez-vous médicaux et mes clients. C'était dense, mais mon objectif était de pouvoir faire prospérer mon entreprise et ma santé en parallèle. Je voulais pas en laisser l'un au profit de l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis un nom sur ce que j'avais mis en place, le fameux slowprenariat. L'art de travailler moins, mais mieux, pour plus d'efficience. Mais ça, on pourra en parler dans un autre épisode.
Dans le cadre du podcaston, j'ai eu envie d'interviewer Camille. Elle a un emploi du temps ultra rempli entre sa vie d'étudiante, sa vie de personne en situation de handicap qui se bat pour revendiquer ses droits et l'association Draw Your Fight dont elle s'occupe. Si tu écoutes cet épisode et que tu es concerné par le sujet, je te recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil au compte Instagram ou au site internet de l'asso Draw Your Fight, de faire un don ou d'y adhérer si c'est possible pour toi. De toute façon, je te laisse toutes les informations en description de cet épisode. Maintenant, place à l'interview. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Camille, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en médecine en 6e année et à côté de ça, j'ai fondé l'association Draw Your Fight, qui a pour but de sensibiliser au handicap invisible. D'accord. Et depuis quand elle existe, ton association? Alors, l'association existe depuis bientôt 2 ans, et elle est née d'un compte Instagram qui existe, le compte Instagram Draw Your Fight, qui existe depuis maintenant 4 ans, je crois. Et toi, du coup, quand tu as lancé ce compte Instagram, c'était dans quel but? C'était vraiment dans le but de retranscrire les mots invisibles grâce à l'illustration. C'est pour ça que, c'est devenu Draw Your Fight. En fait, c'est ce que j'ai essayé de créer aussi par l'intermédiaire de l'association, au-delà du dessin, mais vraiment de retranscrire ce qu'on voit pas, les maladies invisibles, aux yeux des autres. Et toi, du coup, c'est parce que tu es concernée aussi par la maladie ou le handicap invisible? Ouais, totalement. Moi, j'ai eu, plusieurs problèmes de santé liés à une opération qui font que, à l'heure actuelle, je souffre de douleurs chroniques invalidantes. C'est un handicap qui est irréversible, donc c'est vrai que j'ai découvert un peu la joie et le bonheur de vivre avec, un handicap qui se voit pas et surtout qui, vu qu'il ne se voit pas et que pas compris parce que, les douleurs, c'est très, très, très souvent minimisé. En fait, on a beau l'expliquer, on a beau décrire le fait que, ça nous empêche de faire certaines actions et cetera. Les gens sont souvent en mode: «Ah oui, mais tu pourrais faire plus d'efforts. Ah mais est-ce que tu as déjà testé ça?» Et toi, tu es là en mode: j'ai déjà testé quasi tout ce qui existe, donc voilà, si vous pouviez éviter de remuer le couteau dans la plaie. Donc voilà, c'est pour ça que Draw Your Fight est né, parce que, j'avais envie, en fait, à mon échelle, d'essayer de changer un peu les choses, parce que moi, je l'ai vécu et je sais que je suis pas la seule à le vivre, donc c'était un peu par ce moyen-là. Je me suis dit: «On peut se réunir tous ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes maladies, pas les mêmes difficultés, pas les mêmes, étiquettes» entre guillemets. On a beaucoup, 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 beaucoup de difficultés communes, que le handicap soit physique ou psychique et donc c'est ça que je me suis dit: Draw Your Fight, ça permet de réunir tout le monde derrière, un nom. Donc aujourd'hui, tu partages ces illustrations sur ton compte Instagram, mais avant de les partager, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais pour toi et qui te faisait du bien, ou tout de suite, quand tu as commencé à mettre ça en illustration, tu t'es tout de suite dit que tu allais le partager? Moi, j'ai toujours dessiné. Je m'intéressais pas forcément aux mots invisibles de base, juste, j'aimais bien dessiner. Et un jour, en fait, par rapport à un projet à la fac, j'ai commencé à illustrer des témoignages de femmes qui avaient un cancer du sein et malheureusement, la fac m'a un peu lâchée dans le projet avant la fin et donc je me suis dit: je vais le poster sur Instagram» parce que je postais déjà mes dessins sur Instagram avant, sur un autre compte. Mais des dessins qui avaient rien à voir et c'est vrai que, au final, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit: «Je vais clairement l'étendre à d'autres choses, pas qu'au cancer du sein, mais vraiment à tout ce que moi je connais aussi, la fatigue chronique, la douleur chronique, les répercussions psychologiques, l'anxiété, la dépression et cetera et c'est vrai que, c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit: «Ah si je crée un compte pour ça». Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit: «Oh ah mais bon, si ça intéresse pas du tout et cetera» et en fait, aujourd'hui, ça a tellement changé ma vie que je regrette pas du tout. Et quand tu t'es lancée, est-ce qu'il y avait déjà des choses qui existaient à ce sujet-là, autour du handicap et de la maladie invisible? Il y avait Chloé Invisible sur Instagram, mais c'est vrai que, on n'a pas du tout le même style de dessin, donc c'était hyper cool de pouvoir apporter quelque chose de complémentaire. Moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle fait beaucoup «d'explications» entre guillemets, elle explique beaucoup, les mécanismes. Moi, c'est pas trop ça que je fais, ça je le fais plus par l'intermédiaire maintenant des livrets d'informations de l'association, des quiz que je fais en story aussi. Moi, j'aime bien vraiment illustrer les remarques, en fait et un peu ce qu'on voit pas derrière parce que je pense que les gens se rendent pas compte à quel point leur mot peut être, destructeur. Dire à quelqu'un, «Tu pourrais faire des efforts», tandis que la personne, quand elle se lève, elle a déjà l'impression de faire tous les efforts de la terre et de que ça soit un combat énorme. Je veux dire, c'est des mots qui sont hyper violents et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de vraiment me focaliser sur ça et c'est cool parce que on peut apporter vraiment des regards complémentaires, maintenant aussi avec Petite Mue qui existe. Alors Petite Mue existait pas à l'époque quand je me suis lancée, mais
voilà, Petite Mue, avec aussi, des comptes qui sont plus spécifiques à certaines maladies comme Stomy Buzzy qui, elle, fait beaucoup sur la maladie de Crohn et cetera. Je veux dire, tous ensemble, on arrive vraiment, je pense, à retranscrire la palette des mots invisibles et ensemble à sensibiliser plus de monde, quoi. Donc aujourd'hui, si tu avais une baguette magique qui te donnait plein pouvoir par rapport à l'association, tu ferais quoi? Oh là, question difficile! Parce que comme dit, il y a une bénévole dans l'asso qui s'appelle Yolène, qui me dit toujours: «De toute façon, tu as trop d'idées». Parce que j'ai toujours plein d'idées. Donc me dire ça, c'est waouh, c'est trop complexe. Mais en vrai, moi, il y a 2 choses que j'aime beaucoup dans l'association, c'est la sensibilisation par l'intermédiaire de l'exposition et aussi, l'éducation thérapeutique par l'intermédiaire des interventions dans les hôpitaux et cetera. Je trouve que c'est vraiment un moyen d'essayer de changer les choses. En fait, si j'avais une baguette magique que je créerais, ça serait un réseau de bénévoles engagés sur toute la France, dans toutes les régions. J'espère qu'un jour on y arrivera, même si on n'a pas de baguette magique, pour pouvoir en fait, faire les événements qu'on fait beaucoup à Paris, dans d'autres régions aussi, comme les cercles de parole, l'éducation thérapeutique. Là, on est en train de mettre en place un programme autour de la douleur avec, des ateliers, autour de la gestion non médicamenteuse et cetera. Je me dis, ça serait vraiment chouette d'avoir des gens qui peuvent aider à la mise en place, qui, nous permettent de dupliquer ça un peu partout pour que le plus de monde y ait accès, même pour l'exposition, le fait d'aller dans certaines régions et qu'au final, on puisse, la faire voyager, avoir plusieurs exemplaires. C'est quelque chose qu'on fait déjà un petit peu et c'est vrai que, voilà, moi, c'est vraiment mon rêve, c'est qu'on puisse, créer un gros réseau de personnes, soit concernées, soit aidantes, soit juste qui veulent aider et voilà, permettre de changer les choses. Au final, c'est aussi un moyen de toucher les soignants. Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis étudiante en médecine. Donc, à Paris, forcément, vu que, je suis moi-même en médecine, j'ai beaucoup, beaucoup de réseaux. Mais à l'extérieur, c'est parfois un peu plus compliqué et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir, des collaborations, des personnes, avec qui on se retrouve. Même toi, je sais, on en parle beaucoup, des projets qu'on veut faire et cetera et c'est vrai que c'est difficile parce que à l'heure actuelle, je porte quand même beaucoup de choses dans l'association. C'est parfois dur aussi de déléguer. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est réussir à trouver cet équilibre entre ma place à moi, qui est la représentation, et aussi la sensibilisation, surtout à Paris, et des représentants locaux qui peuvent aussi porter des actions spécifiques. Là, on a commencé à Annecy aussi à s'étendre parce qu'il y a une bénévole qui porte, et j'en suis sûre que il y en a d'autres dans d'autres régions qui le feront, et ça, c'est vraiment mon objectif. Peut-être pas besoin d'une baguette magique, mais voilà, c'est, ce que j'aimerais vraiment parce que je me dis avec un réseau développé, on peut faire tellement de choses. Aujourd'hui, justement, si on veut aider l'association, comment on peut faire? Déjà, on peut devenir bénévole, donc ça veut dire qu'il y a notamment les fiches, d'information qu'on fait, qu'on met après sur le site internet. Il y a aussi, la préparation de la newsletter. Il y a aussi le travail sur les événements, notamment, s'il y a des événements en région, c'est super cool d'avoir des personnes qui peuvent y aller pour, par exemple, tenir un stand, expliquer ce qu'est le handicap invisible, aller témoigner dans les écoles, dans les universités. Je veux dire, on a plein de projets et plein de sollicitations, donc avoir des personnes qui sont OK de s'investir, que ça soit en distanciel ou en présentiel, c'est vraiment hyper précieux. J'aimerais aussi beaucoup trouver des gens un peu pour manager, on va dire, organiser, parce que c'est vrai que, on a pas mal de bénévoles, mais moi, je c'est pas mon métier, donc je sais pas forcément faire. Genre, je veux dire, j'essaye de expliquer les choses, de dire, mais en fait, avec tout ce qu'il y a à gérer, parfois, je je m'auto-coule un peu. Donc voilà, je me dis, voilà, venir aider avec les compétences qu'on a. Après aussi, les soignants qui soient infirmiers, kinés, médecins, tout type, de pratique, même, médecine complémentaire, comme la sophro, les trucs comme ça. Je veux dire, nous contacter, c'est vraiment chouette parce que ça permet de mettre en place, des ateliers, de mettre des tables rondes, voilà, de développer, des actions qu'on fait autour de l'éducation thérapeutique. Là aussi, on va commencer à former des patients experts, donc on va avoir une formation pour permettre à ceux qui souhaitent, intervenir auprès des autres patients de se former. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, avec plaisir. Moi, ça m'intéresse. Ah voilà, donc première promo alors. Normalement, en plus, je suis trop contente là parce que j'ai appris que, en fait, ça va être plus simple à mettre en place que ce que je pensais. Donc, ça va être trop chouette. Il y a ça et après, forcément, il y a aussi tout ce qui est dons financiers parce que, ça coûte extrêmement cher d'agir, hein. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais l'année dernière, pour faire tout ce qu'on a fait, l'exposition, les livrets d'informations, les tables rondes, les événements et tout, on a eu un budget de fonctionnement de 18 000 €, tu vois? Donc il faut les lever. Après, heureusement, on fait du mécénat d'entreprise, c'est ce qui aide beaucoup, donc
Donc s'il y a des entreprises qui veulent faire du mécénat avec 60 de défiscalisation, on est preneur. Vraiment, en fait, il y a des choses on peut aider de plein de manières et même les messages, franchement, les encouragements qu'on reçoit, mais c'est tellement précieux parce que, bah, parfois, tu es un peu au fond du trou parce que, bah, forcément, à côté de l'association, moi, personnellement, bah, j'ai des problèmes de santé compliqués, ma prise en charge, ça se passe pas forcément très bien, mes traitements marchent pas et cetera. Bah, avoir des messages de gens qui te disent: «Bah, juste, ce que tu fais, c'est super, on est là pour t'aider», mais c'est tellement précieux et je me rends compte à quel point c'est peut-être même le plus précieux parce que, c'est ce qui te permet de te dire: «Bah, OK, même s'il y a des difficultés, on va y arriver, on va faire des trucs super cool», d'avoir des projets. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Même là, le colloque des mots invisibles, je sais pas si tu pourras venir, mais j'espère, qui a lieu le 17 octobre à Paris. C'est un énorme projet parce que monter un congrès avec 30 professionnels, c'est énorme. C'est vraiment l'équivalent d'une société savante, hein, des soignants, des médecins. Sauf que nous, on est patients, donc réussir à faire la même chose avec un budget totalement minime par rapport à leur budget, c'est Mmh. vraiment des gros défis et c'est là que je me dis: «Bah, c'est clairement tous ensemble qu'on peut y arriver» et moi, je le vois bien, il y a tellement de gens qui sont prêts à se mobiliser et c'est tellement encourageant. Ouais, mais complètement et après c'est vrai que, justement, le fait d'avoir ces retours-là, ça te permet de voir comment concrètement tu agis dans la vie des gens. Moi, c'est ce que j'explique du coup dans la première partie du podcast, c'est que moi vraiment l'association, elle est venue me repêcher à un moment où j'en avais vraiment besoin. Je me sentais ultra seule, bah, j'étais aussi en errance, et de diagnostic et de traitement. J'ai eu plein de traitements qui ont échoué, je trouvais pas de soignants et en fait, je me disais: «Mais quand j'explique ce que je ressens, pourquoi personne comprend?» Et en fait, quand je suis tombée justement sur ton compte Instagram, je dis: «Bah, en fait, si, il y a donc bien des gens qui comprennent, il y a même des gens qui le vivent, donc normalement, on doit pouvoir entendre ce que j'exprime». Et c'est vrai que même si justement on est en errance et qu'on n'a pas de réponse, bah, le fait d'avoir ce compte-là et d'avoir aussi l'association, du coup, bah, moi, j'ai participé aussi à des événements. Donc le compte lui-même, ça permet de pouvoir se reconnaître et même parfois de pouvoir envoyer les dessins, de dire: «Bah, regarde, moi, je ressens ça, voilà ce qui se passe. Si là, je décline ton invitation, c'est parce que ça, regarde, le dessin l'explique très bien». Et à la fois, lors des tables rondes, ça permet aussi de rencontrer des personnes et parfois même de rester en contact. Donc en fait, ça peut même complètement rompre l'isolement, bah, des personnes qui peuvent aussi se sentir seules, face à la maladie, parce que tu peux être ultra entouré. Si tu t'as pas autour de toi des gens qui comprennent vraiment ce que tu vis, bah, en fait, l'entourage, il est bien, il est doux et c'est chouette d'avoir, des gens comme ça autour de soi. Mais si on a personne qui comprend, c'est ultra dur, en fait. Et c'est pour ça que là, même le compte, bah, voilà, on te parle pas forcément, mais on voit les dessins, on voit les commentaires et en fait, d'un coup, bah, en fait, on se sent moins seul. Donc c'est vrai que l'impact au quotidien, il est vraiment énorme. Moi, j'ai vraiment partagé à plein de personnes aussi parce que je trouve que c'est important et c'est aussi pour ça que j'ai adhéré à l'asso et que, bah, voilà, je vais faire aussi mon maximum pour pouvoir aider et qu'aujourd'hui, bah, justement, je t'ai invité dans le podcast pour pouvoir en parler parce que, bah, c'est important justement toi, de ton côté, bah, tu es concernée, mais tu es étudiante et tu gères l'asso. Donc ça veut dire qu'au quotidien, tu as quand même un énorme emploi du temps. Ça te mine pas, tu vois? Justement, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu te bats et finalement, bah, le fait de pouvoir aussi avoir de l'aide extérieure et pouvoir mettre en lumière ce type de représentation, bah, je trouve ça hyper intéressant, plus que mettre, par exemple, en avant une entreprise ou une grosse asso qui a déjà tout ce qu'il faut. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider et faire en sorte que, bah, voilà, ça avance de mieux en mieux et de plus en plus largement. C'est super gentil, vraiment, ça me touche énormément parce que, bah, l'association, je l'ai vraiment créée pour ça, hein, le compte Instagram aussi, vraiment se sentir moins seul. Parce que, bah, moi, quand, la douleur est entrée dans ma vie, ça a été super brutal parce que c'était lié à une opération et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée handicapée et on m'a dit genre: «Bah, c'est à vie, quoi. Allez, apprenez à vivre avec» et c'était horrible parce qu'autour de moi, il y avait personne, en fait. Il y avait personne qui était concerné et en fait, à chaque fois, on me faisait comprendre, bah, en gros, qu'on me comprenait pas parce que justement, on minimisait même les soignants et en fait, de pouvoir développer un réseau de personnes qui comprend, même les cercles de parole, je veux vraiment les développer de façon beaucoup plus régulière et cetera pour, et c'est pour ça aussi qu'on fait une formation à la péridance pour, voilà, avoir des bénévoles qui peuvent les animer parce qu'on a besoin de ce cadre, de pouvoir parler. Même comme tu disais, le fait d'adhérer à l'asso, c'est, 5 € par an et ça permet vraiment, bah, nous, de nous soutenir et de développer ce genre de projet qui est vraiment l'accompagnement, les tables rondes. Comme tu dis, ça permet d'avoir du réseau, mais ça permet aussi parfois de garder espoir sur les soignants. Quand on est patient, on voit des professionnels parfois très durs et les médecins qui interviennent lors des tables rondes, c'est des médecins que moi je connais bien, avec qui je travaille, et auxquels je sais qu'ils vont pouvoir apporter des réponses sur des questions générales. C'est sûr, c'est pas personnel, mais là, la dernière fois, on a fait une table ronde sur l'errance médicale. C'est vrai que de voir un médecin qui dit
haut et fort que clairement, il est important que les médecins travaillent sur leur ego et développent de l'humilité, mais qu'est-ce que ça fait plaisir! Je veux dire, il y a de ces genres de choses, en fait et voilà, apporter un peu de courage et de force à ceux qui sont concernés, mais aussi aux aidants qui parfois sont désespérés face à leurs proches qui souffrent et aussi se dire que, bah, on participe à rendre la société plus inclusive et ça, c'est énorme parce qu'avec une société plus inclusive, mais le quotidien serait tellement plus simple. Parfois, je me dis ça, mais vraiment quand je regarde ma vie, je me dis: «Ah mais si mon handicap était vraiment pris en compte partout, mais je serais tellement moins fatiguée, je serais tellement moins genre, moralement, épuisée quoi». Parce que juste, bah, il y aurait pas besoin de se battre si les soignants tous les soignants étaient à l'écoute de nos douleurs, mais waouh! Tu vois? Il y a des trucs comme ça, je me dis, bah, participer au fait que ça puisse un jour devenir réalité, bah, moi c'est quelque chose déjà que je suis très fière et heureuse, mais aussi comme tu dis de rencontrer, bah, des gens comme toi et plein d'autres personnes que j'ai rencontrées bah, moi, je me dis, genre, c'est vraiment hyper précieux parce que tu te sens beaucoup moins seule, mais même moi, je me suis longtemps sentie seule et aujourd'hui, mais je me sens absolument plus seule. Genre, je sais que très bien que si ça va pas, bah, de une, je suis pas bizarre parce que je vais mal, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est que ça soit physiquement ou psychologiquement, c'est pas de ma faute. J'ai besoin d'aide et c'est normal. On peut tous avoir besoin d'aide dans sa vie. Et après aussi de dire: «Bah, en vrai, je suis pas forcément compris des gens extérieurs, mais il y en a d'autres qui me comprennent, qui vivent la même chose et qui, eux, ont réussi aussi à avancer avec ça». Je pense que c'est important d'avoir de l'espoir et de se dire que, bah, même si ça va pas, on peut faire des choses. Moi, c'est aussi le message que j'essaye de porter avec ma propre expérience parce que je vais pas bien, mais j'essaye de faire mes études avec l'association et tout. Donc voilà, apporter un peu d'espoir et aussi, bah, se dire que, au final, on peut trouver un cadre soutenant, des personnes qui peuvent écouter. Moi, j'ai rencontré beaucoup de bénévoles et des bénévoles sont vraiment devenus des amis à l'écoute. Donc je pense, voilà, c'est important de se dire qu'on peut aider au niveau social. Une fois, j'avais trouvé un chiffre qui m'avait marqué. Il disait que, 40 des personnes en situation de handicap se sentaient isolées et c'est une réalité. Bah, moi, c'est une réalité, en tout cas, que j'ai connue, quoi. Parfois, tu te sens totalement seule, quoi et c'est pour ça que je me dis, ça c'est bien de pouvoir apporter, un soutien, mais même là, par l'intermédiaire de l'interview, je trouve ça hyper cool de pouvoir, bah, donner un peu d'espoir aux gens et de se dire: «On va y arriver». Même si c'est dur, on va y arriver. Et est-ce que justement le fait d'être étudiante en médecine, ça a un impact, sur ta vision, on va dire, de ton quotidien? Et est-ce que ton quotidien, il a aussi un impact sur, bah, ta future vision de médecin? Ouh là, oui, grandement. Justement, bah, là, récemment, j'ai un peu «cette problématique» entre guillemets, dans le sens que, bah, je fais un diplôme pour me spécialiser dans la douleur et je suis une patiente avec des douleurs chroniques invalidantes et je suis suivie en centre de la douleur depuis des années. Donc en fait, j'ai vraiment là une double casquette très forte. Déjà, avant, je l'avais en étant patiente et en étant étudiante en médecine, mais là, la double casquette devient vraiment très forte parce que c'est un diplôme professionnalisant qui fait qu'une fois mon diplôme fait, je suis considérée comme capable à faire des consultations en centre de la douleur. Bah, de vivre cette double casquette, c'est hyper étrange en même temps parce que, bah, parfois je m'auto-surprends, genre je me dis: «Ah mais c'est bizarre, je pense comme un médecin» et je suis en mode: «Bah oui, mais c'est normal, tu l'es bientôt». Tu sais, il y a un peu une dissonance cognitive. La dernière fois, j'en parlais avec une amie, je lui disais: «Non mais tu te rends compte, je commence à prescrire et à faire ce genre de phrase genre: "Ah bah je te prescrivrais bien"». J'étais là en mode: «Ah mais c'est trop bizarre». Donc vraiment, il y a un peu parfois cette difficulté à s'adapter à cette double posture qui est un peu étrange. Mais bah, déjà, en tant que patiente, ça m'a beaucoup aidé mes études à comprendre ce qui m'arrivait, à comprendre aussi ma légitimité parce que, bah, parfois on comprend pas qu'est-ce qu'une douleur neuropathique? Qu'est-ce qu'une douleur nociplastique? Je veux dire, c'est des mots hyper abstraits, hyper compliqués et les médecins, bah, beaucoup prennent pas le temps d'expliquer. Moi, en tout cas, on m'avait jamais expliqué. Par exemple, l'allodynie, bah, j'en ai depuis, 7 ans, je savais pas ce que c'était et de, bah, moi-même comprendre qu'en fait, c'est le fait que, bah, quand un vêtement touche, par exemple, ça fait de la douleur augmentée. Au départ, je me disais: «Mais c'est trop bizarre comme sensation». Bah, non, en fait, c'est un symptôme des douleurs neuro. Donc voilà, le fait de pouvoir mieux comprendre, ça m'a beaucoup aidé à moi-même à travailler sur mon acceptation. Après, il y a aussi, le fait que, vu que j'ai de la connaissance scientifique, je suis capable d'avoir un regard très critique sur les thérapeutiques qu'on me prescrit et qu'on me propose
et ça m'a sorti de pas mal de problèmes parce que parfois, bah, les médecins font des prescriptions et je pense que même ils sont pas très sûrs de ce qu'ils prescrivent. Donc parfois, il y a des petites, gourdes que voilà, que j'arrive un peu à dire: «Mais attendez, là, il y a quand même un problème, non? Vous trouvez pas ça bizarre?» «Ah oui, c'est vrai, non, c'était pas comme ça». Voilà, donc il y a un peu ce truc-là, donc ça aide forcément et ça me donne aussi du courage de me dire: «Bah, OK, je suis aussi légitime, dans mes études, parce que, bah, je suis patiente. Voilà, j'ai aussi ma place, même si parfois, bah, justement, je me sens pas trop à ma place parce que, comme tu dis, bah, ça a aussi un impact sur la soignante que je suis, d'être en situation de handicap, d'avoir des douleurs chroniques. Il y a plusieurs impacts. Déjà, il y a le fait que forcément j'ai une sensibilité à certains sujets qui n'est pas la même pour d'autres soignants. Par exemple, la douleur pendant les soins, moi, c'est quelque chose qui vraiment quand je vois des soignants ne pas prendre en charge la douleur des patients, mais ça me rend malade. Genre vraiment, je suis déjà j'interviens toujours, mais il y a aussi le truc que ça me blesse intérieurement de voir ça, en fait, parce que, bah, forcément je l'ai vécu, donc j'y suis hypersensible, même l'errance médicale, les remarques, etc. J'essaye toujours d'intervenir, mais c'est aussi pas facile parce que pour le moment, je suis qu'étudiante, donc vraiment, il y a la position à trouver. Mais voilà, parfois, il y a quelque chose qui me révolte et qui en moi est vraiment genre, bah, ça m'attriste quoi de voir certaines choses. Et il y a aussi le fait que, bah, forcément la limitation physique, liée à la douleur, les difficultés à rester debout, la difficulté à avoir un poste adapté dans un milieu qui est très, très validiste. Je pense que beaucoup ont suivi mes multiples galères Tout à d'aménagement. fait. Je pense qu'on est à l'épisode 400 500 de les problèmes d'aménagement et Camille. Vraiment, c'est hyper récurrent et donc bah, forcément, c'est, des difficultés supplémentaires. Mais en même temps, bah, même si cette casquette, elle est souvent difficile à porter, franchement, il y a des moments où je suis en mode: «Oh là là, j'en ai marre». Mais il y a un truc de se dire que, bah, forcément, vu que je le vis, j'ai une empathie différente, j'ai une écoute différente. Bah, il y a aussi ça que ça m'apporte l'association, c'est que je me rends compte que j'ai le droit d'exister en étant les 2. Parce que parfois, en fait, quand je suis patiente, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être soignante parce que, bah, ma connaissance dérange, clairement, on va pas se mentir. Et en même temps, quand je suis, soignante, j'ai l'impression que mon côté patient dérange parce que je suis handicapée, parce que j'ai des limitations physiques qu'on n'a pas envie d'avoir, parmi les étudiants, je le sens bien. Donc voilà et l'association m'apporte ça, le fait de me dire: «Bah, c'est OK en fait, genre, je peux clairement être patiente et médecin, c'est pas grave, c'est légitime aussi et j'ai, des choses à apporter grâce à ça». Parce que, bah, je suis une médecin qui comprend ce que c'est l'errance médicale, les violences médicales, la douleur, la fatigue chronique, bref, des trucs qu'on vit tous, bah, on est beaucoup à vivre malheureusement dans notre parcours. Les effets secondaires des médicaments aussi, voilà, il y a plein de Mmh. trucs et c'est vrai que je me dis, bah, d'avoir un médecin qui peut comprendre, c'est quand même, assez chouette. Et puis, vu d'extérieur, tu vois, moi, je suis pas du tout dans la médecine, mais je suis patiente et en fait, bah, moi, ça me rassure aussi de voir, bah, des médecins, qui sont concernés parce que justement, moi, je me dis: «Ils seront forcément enfin, ils vont comprendre tout de suite ce que je ressens» et après, d'un point de vue plus général, je trouve aussi que tu ouvres la voie. Tu vois, quelqu'un qui parce que souvent, quand tu as un handicap ou même une maladie et ben, on te dit tout de suite que tu peux plus faire certaines choses. Tu vois, même moi, avec juste de enfin, juste entre guillemets, hein, de «l'endométriose», on m'a dit que je pouvais plus faire telle chose, que fallait que je renonce à ça, et cetera. Et en fait, à côté de ça, tu tombes aussi sur des soignants qui te disent, bah, OK, nous, notre objectif, ça va être que tu puisses le faire. Donc, peut-être de manière adaptée, peut-être autrement, mais pas le rayer de ta vie si c'est vraiment une passion pour toi. Et donc, il y a ça. Et aussi, bah, tu vois, d'autres personnes peut-être qui voudraient faire médecine, mais qui ont un handicap physique et invalidant. Peut-être que eux, dans leur esprit, ils se disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais en voyant ton combat, et surtout, je pense que ça va laisser un précédent, bah, ça permettra aussi d'ouvrir la voie pour ces personnes-là. Donc, franchement, mais bravo pour toute l'énergie que tu mets dans tous les pans de ta vie. Enfin, c'est hyper important. Et en plus, bah, en fait, dans ma fac, et j'en connais d'autres, il y a des étudiants en situation de handicap en médecine, mais beaucoup le cachent, ou en tout cas demandent des aménagements, mais après, osent pas forcément dire qu'ils sont Mmh. concernés à leurs collègues, etc. Et même une fois, il y a un étudiant pendant un cours qui a dit: «Mais je sais pas comment me positionner par rapport au fait que je suis moi-même patient». Et en fait, voilà, c'est vraiment un message que moi je veux porter, c'est de dire que, en gros, peu importe le rêve qu'on a, que ce soit la médecine ou un autre, comme tu dis, avec des adaptations, il peut être atteignable. Après oui, il faut parfois beaucoup d'adaptations. Moi, il faut vraiment beaucoup Mmh. d'aménagements et cetera et c'est ça qui est dur pour le système parce que forcément, bah, le système a pas envie de s'adapter. Mais voilà, je me dis, c'est ce message-là que je veux porter, le fait de dire que si la société s'adapte, il y a beaucoup de choses qui est possible. Mais le problème, c'est qu'il faut réussir à faire s'adapter la société et ça, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance de pouvoir, bah, on va dire taper
fort quand il y a des problèmes grâce à la médiatisation que j'ai pu gagner avec l'association. Mais plein de personnes qui ont des difficultés d'aménagement, par exemple, ne peuvent pas le faire. Et comme tu dis, le but, c'est aussi de créer un précédent, mais aussi de réveiller les consciences. Que les gens se rendent compte que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal qu'on doive se battre pour que notre handicap soit pris en compte. C'est pas normal. Genre, je veux dire, on devrait pas à batailler pendant des semaines et des semaines pour avoir des aménagements qui sont juste vitaux pour nous, pour continuer à travailler. Parce que sans ces aménagements-là, on peut pas travailler ou même pour avoir des traitements adaptés. C'est pas normal que ça soit des combats quotidiens. Là, par exemple, j'en parle beaucoup parce que il y a récemment, j'ai vécu une consultation hyper infantilisante. Genre, vraiment, j'avais l'impression d'être une enfant à qui on apprenait et on faisait la leçon. Mais j'étais vraiment en mode, mais vous rigolez, genre, c'est moi la patiente, j'ai quand même une grande liberté. C'est à moi de décider aussi ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. J'ai le droit de donner mon avis sur les choix de traitement. Bien sûr, je suis pas médecin. Bon, c'est un peu faux dans mon cas. Pas Mais encore. ce que je veux dire, c'est que même si on n'a pas de connaissances scientifiques, on a le droit d'exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on attend, ce qu'on a besoin. Je veux dire, c'est pas un médecin de dire, non, mais c'est comme ça et vous faites comme ça. C'est aussi ça que je veux porter, c'est le fait de dire que, on a l'autonomie de décider ce qu'on a envie, même si, au regard des autres, c'est parfois pas ce qui est attendu par la société. Parce que comme tu dis, moi aussi, j'ai beaucoup entendu: «Mais vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ci. Non, mais médecine, c'est pas adapté, médecine, vous allez jamais y arriver». Voilà, il y a beaucoup ce genre de mais sur tous les discours, sur plein d'actions. Et en fait, je me dis, c'est aussi important de porter le message qu'avec des adaptations, c'est possible. Mais c'est sûr que ce qui est dur, c'est que la société, elle a pas envie, quoi. Genre, clairement, on sent que ceux qui sont beaucoup de gens qui sont valides, heureusement pas tous, mais beaucoup de gens qui sont valides disent, non, mais c'est à toi de faire des efforts, en fait. Tu vas pas venir bouleverser le système à toi tout seul. Non, 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 non. Il y a un médecin la dernière fois qui m'a dit: «Ah non, mais c'est un problème d'être médecin quand on a des douleurs chroniques, en fait, si nos douleurs, elles impactent notre travail». J'étais en mode, et il dit quoi? La raison, c'était: «Ah oui, parce que notre métier, c'est de soigner les autres». Et alors? Genre, je peux être moi-même malade et soigner les autres, genre, c'est quoi le problème? Voilà, il y a ce genre d'idée, tu te dis: «Mais c'est totalement fou, quoi, que ce genre d'idée existe». En tout cas, en t'écoutant, on comprend vraiment pourquoi tu as créé Draw Your Fight, l'impact aussi que peut avoir ce type d'association dans notre système aujourd'hui. Donc les personnes qui écoutent, si vous avez du temps à donner, peut-être de l'argent à donner, peu importe, vraiment allez adhérer, allez voir en tout cas ce que fait Camille. Je mettrai tous les liens en description. Et Camille, un grand merci pour ce partage. Je suis hyper contente de t'avoir accueilli dans le podcast. Merci à toi pour l'accueil, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode du Podcaston, ce premier hors-série de Ça suffit les conneries. Et surtout, je te retrouve pour la saison 2 qui sortira cet été. En attendant, si tu veux soutenir le podcast, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram, LinkedIn et Threads, ou tout simplement t'abonner à la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe en coulisses et des dernières informations. À très vite!